ses membres, les TPE et les PME, qui va accueillir aujourd'hui M. Gaius. M. Gaius Yokossi. Bonjour, M. Gaius. Bonjour, Madigen, et bonjour à tous. Comment allez-vous? La pleine forme, la parfaite santé. J'espère qu'il en est de même pour vous. Ah, merci beaucoup. C'est pareil pour moi aussi. Ah, parfait. Voilà. Donc, M. Gaius Yokossi, les secrets pour monter son entreprise tout en étant employé et salarié. Un sujet très, très, très intéressant qui me parle personnellement. Voilà. Je vais passer la parole à M. Mohamed. Allô, Président? Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour Gaius, content, comme on dit au CJD, on tutoie. Content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci, plaisir pour moi. Pour ce deuxième webinaire de la rentrée des dirigeants de TPE et PME. Comme tu le sais, il est important pour nous d'investir sur des actions qui aident les dirigeants en Afrique et à travers le monde à grandir. On sait qu'il y a de l'accompagnement en termes de business qui est important sur la gestion, mais on sait aussi qu'il est important de travailler sur l'homme, et l'homme avec grand H, pour faire grandir ce dirigeant. Donc, c'est l'une des missions principales de cette association qui regroupe au Sénégal plus d'une trentaine de membres et qui a la particularité de regrouper à travers le monde plus de 6000 dirigeants. Donc, cette association, le Centre des jeunes dirigeants, existe depuis près de 80 ans. Et voilà, investi en termes de formation. Et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur une thématique qui, je l'avoue, après l'avoir partagée avec plusieurs personnes, interpelle. Comme on le sait, plusieurs personnes veulent se lancer leur activité, leur entreprise, mais ont du mal à le faire. Mais on pourra en discuter plus amplement. Alors, on a vraiment la chance pour ce webinaire, comme celui d'hier aussi, d'être accompagné par nos amis du CJD Guinée, du CJD de la Côte d'Ivoire. Et hier, nous avons aussi eu le plaisir à voir la présidente du CJD International qui est passée pour le webinaire qui portait sur l'introduction à la création de richesses. Donc, merci beaucoup d'être avec nous et bonne session à tout le monde. Merci. Alors, monsieur Yokossi. Oui. Oui, en fait, pour vous présenter un petit peu brièvement, vous êtes conférencier et formateur spécialisé dans le développement de la confiance en soi, de la communication et du leadership. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel et académique, s'il vous plaît? Ben, avec plaisir. Merci à tous, merci à tous les auditeurs, à tous les internautes et merci beaucoup au CJD qui m'offre cette plateforme-là pour pouvoir partager autour d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un sujet que je trouve très, très important. Et j'espère que ces échanges seront enrichissants aussi bien pour vous que pour moi. On ne cesse jamais d'apprendre et avoir des dirigeants, avoir des futurs entrepreneurs qui se rassemblent pour évoquer une certaine question. Pour moi, c'est très important. Mon parcours académique et professionnel, il n'est pas aussi long que cela. Il est très simple. J'ai grandi au Bénin, je suis né au Bénin, je suis béninois d'origine et africain de par le cœur et de par mes convictions. Donc, je suis né au Bénin, j'ai grandi à 600 km de Cotonou, Cotonou que beaucoup de vous connaissent. J'ai évolué jusqu'à mon baccalauréat à Nati-Tengou, dans une belle petite ville du Bénin. Ensuite, je suis allé à Cotonou pour poursuivre mes études. J'ai décidé de faire de l'informatique parce qu'en ce moment, nous étions dans les années 2000. J'ai eu mon baccalauréat en 2003, donc c'était les années 2000 et voilà, c'était les NTIC, comme on les appelait. C'était les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Ça discutait, ça échangeait et puis bon, c'était un peu l'effet de mode, quoi. Et moi, j'étais passionné par le multimédia, j'aimais bien ça. Donc oui, je me suis lancé dans l'informatique, j'ai fait une licence, analyste programmeur. Ensuite, j'ai poursuivi pour avoir un diplôme d'ingénieur en génie informatique et des sciences appliquées. Je suis donc ingénieur en génie informatique. Voilà. À la suite de cela, j'ai intégré un certain nombre de structures. J'ai commencé d'abord par un cabinet informatique où j'ai travaillé. Après, je suis passé dans une ONG en tant que responsable informatique. Après cela, j'ai fait un bref, vite fait, dans la fonction publique au ministère de la Jeunesse.
Je n'ai pas du tout aimé l'expérience, donc j'en suis sorti très rapidement. Voilà, j'ai même démissionné de là-bas avant de trouver un nouveau emploi. Et à la suite de cette expérience-là, j'ai été recruté par un groupe bancaire, toujours au Bénin en 2012. Et à la faveur d'un redéploiement, donc le groupe bancaire a décidé de se délocaliser sur Dakar. Et c'est là où je suis arrivé à Dakar, au Sénégal, en juillet 2014. Et depuis juillet 2014, je suis donc au Sénégal. En 2016, j'ai décidé de créer mon entreprise. J'ai ouvert mon cabinet qui a commencé par fonctionner. Et en 2019, j'ai arrêté de travailler pour cette entreprise qui m'embauchait là. Et je me suis consacré à plein temps sur mon cabinet qui aujourd'hui me permet de pouvoir former, d'accompagner des entités, des entreprises, des organisations et aussi des particuliers dans les domaines que vous avez cités, notamment le leadership, le management, la prise de parole en public et tous les sujets qui sont liés à la croissance et au développement personnel. Voilà. En résumé, c'est cela mon petit parcours académique et professionnel. Merci beaucoup, Monsieur Gaius. Un parcours très, très riche. Merci. Et en fait, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Excellente question. Qu'est-ce qui m'a motivé à me lancer dans l'entrepreneuriat? J'ai jamais pensé, au départ, que j'allais être entrepreneur, que j'allais créer une entreprise. C'était pas vraiment mon truc. Moi, j'étais juste curieux. Je suis curieux de nature. J'aime découvrir, j'aime toucher, j'aime comprendre, j'aime analyser. Et très tôt dans mon enfance et dans mon évolution, j'ai commencé par me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai commencé par me rendre compte qu'il y a des éléments qu'il me fallait creuser davantage. Le constat, c'était par exemple que mes parents étaient très pieux. C'était beaucoup de religion, notamment l'Église, parce qu'ils sont chrétiens. Donc, j'ai vu qu'ils étaient très pieux, très engagés, très croyants, très, très sérieux. Ensuite, très travailleurs également. Et pourtant, les conditions de vie qu'on avait n'étaient pas des meilleures. C'était peut-être des conditions modestes à la limite. Et j'ai donc compris qu'il y avait quelque chose au-delà. J'ai compris qu'il ne suffisait pas d'être très croyant, très pieux, très engagé, travailleur à fond pour s'en sortir parce que ce n'était pas vraiment le cas. On n'avait pas vraiment tout ce qu'on voulait. Il fallait se contenter d'un certain nombre d'éléments et patienter, attendre pour d'autres choses. J'ai donc commencé par chercher. J'ai été curieux et j'ai commencé par discuter, par lire, par échanger avec certaines personnes, intégrer des réseaux, des associations. Et au fil du temps, j'ai découvert une association, Toastmasters d'ailleurs. Et à un moment donné, avec cette association, j'ai aimé prendre la parole en public, développer mon leadership, découvrir davantage. Et j'ai constaté qu'il y avait certains éléments de ma personnalité qui ressortaient en ce moment-là. J'aimais prendre la parole en public. J'adorais le fait de pouvoir conduire des événements. J'étais passionné par le fait de pouvoir aider une personne à préparer sa soutenance, à préparer son mémoire, à préparer une intervention, etc. Donc, en réalité, c'est plutôt le retour des personnes, c'est plutôt l'appréciation des uns et des autres qui m'a conduit à pouvoir m'orienter vers l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ce sont les sollicitations qui venaient vers moi et qui m'ont amené à pouvoir me lancer dans cette carrière-là. Donc, je n'ai jamais décidé d'être coach, d'être formateur, mais en réalité, c'est les gens qui me sollicitaient pour venir les aider, pour les accompagner. Et à un moment donné, cette sollicitation-là avait une telle ampleur que je me suis dit qu'il fallait que je me professionnalise, que je m'assure que les outils que je donnais aux gens étaient les meilleurs et étaient efficaces et ne venaient plus simplement de ce que je pensais être bon. Et c'est là où, en 2015, je suis allé me former. Donc, j'ai cherché au monde ce que je pensais être ce qu'il y avait de mieux et j'ai choisi donc de me faire accompagner. Et je suis revenu avec une certification qui me permet aujourd'hui de donner les meilleurs outils avec les personnes, aux personnes avec lesquelles je travaille. Donc, en réalité, l'entrepreneuriat est venu vers moi. Donc, moi, à un moment donné, je me suis découvert cette passion-là et ensuite, il fallait faire un arbitrage et chemin faisant, la passion a pris le pas sur la profession. Donc, moi, je n'avais pas en tête de devenir entrepreneur.
C'est vrai qu'avec l'informatique, j'aimais bien ce côté où on était plutôt indépendant, où on pouvait créer une application, un site web. Je l'ai essayé avec des amis en temps, c'était bien sympa. Mais je n'avais jamais, à ce moment de ma vie-là, imaginé que j'allais finir formateur, coach, etc. Pas du tout. C'est vraiment comme ça que je me suis découvert cette passion-là. Et aujourd'hui, je suis très épanoui à la conduire. J'ignore si cela répond à votre question, mais voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Les mots que je vais retenir sur votre réponse, c'est la curiosité et le besoin de creuser, d'aller encore plus loin. Et je pense que tout entrepreneur est animé par ces deux états, en fait. Tout à fait. Absolument. Entièrement d'accord Voilà. avec vous. Donc, est-ce pour cela, en fait, que vous vous êtes concentré sur les questions de développement personnel, de leadership? Est-ce pour cela que je me suis concentré sur les questions de développement personnel, de leadership? Honnêtement, je pense que c'est la base. Je pense que c'est la base de tout dans la vie. Je pense que toute personne a besoin de se développer. Toute personne a besoin de croître et de grandir, indépendamment de son domaine d'intervention, de son domaine d'activité. Toute personne a besoin de se développer. Donc, le développement personnel aujourd'hui prend un certain nombre de proportions, voilà, est parfois galvaudé dans certains secteurs, mais pour moi, ça reste vraiment la base. À un moment donné, toute personne devrait travailler à s'améliorer, à grandir, à se développer et devrait le faire intentionnellement. Parce que malheureusement, on ne se développe pas par hasard. On n'atteint pas son plein potentiel par hasard. On n'arrive pas au-dessus d'une montagne sans le savoir. On décide de la gravir intentionnellement et d'y arriver progressivement. Donc, chacun de nous devrait le faire. Donc, en creusant, j'ai commencé par lire un certain nombre d'auteurs et je suis tombé sur certains ouvrages qui ont vraiment transformé ma vie. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que la base, c'était vraiment cela, c'était de pouvoir se développer soi-même. Et c'est d'ailleurs pourquoi le premier livre que j'ai sorti, mon tout premier livre, a pour titre « Prendre sa vie en main », parce que pour moi, c'est vraiment la base, c'est le départ de tout. Merci beaucoup, M. Gaius. Mohamed Diallo, vous en pensez? Oui, j'écoute, hein, j'écoute, je découvre certains points. J'ai vraiment la chance de pouvoir connaître Gaius. Et pour tout vous dire, il y a, je pense, un an de cela, j'étais avec Gaius pour une fin de formation sur un cours de l'art de la prise de parole en public. Et il y avait une compétition qui avait été organisée et j'avais la chance de pouvoir être parmi les membres du jury. Donc, ce n'était pas la première fois que je participais, mais je peux vous dire qu'à un instant précis, je suis vraiment tombé de haut et de très très haut parce que c'est ce jour que j'ai appris que Gaius avait une entreprise et était salarié en même temps. Et je suis tombé de haut parce que je me suis dit, je vois l'énergie que Gaius, que tu déploies dans ton entreprise, j'imagine le temps que cela te prend. Je me suis dit, mais quel est le secret? Comment as-tu pu le faire pendant autant d'années? Quand je vois, moi, j'ai la chance d'être dirigeant d'entreprise, je vois quel est le temps que cela requiert, quelle est l'énergie que cela requiert. Je me demande, qu'est-ce que tu as découvert comme secret que tu pourrais partager à toutes ces personnes qui hésitent à franchir le pas pour les aider à le faire? Excellent. Merci, mon cher Mohamed. Avant de répondre à ta question, si tu permets, je vais poser une autre question à tous les internautes et à tout le monde. Ma question est la suivante. Pensez-vous que tout le monde peut être entrepreneur? Donc, je souhaiterais avoir les réponses ici dans le chat pour ceux qui sont avec moi ici sur la plateforme ou également sur Facebook pour tous ceux qui sont là. Je vais avoir à peu près le ratio de réponses. Donc, la question elle est très simple. Pensez-vous que tout le monde peut être entrepreneur? Ça commence par cela. Donc, on verra un peu le ratio. Sur la plateforme, on a la chance, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a donc des personnes qui sont connectées, qui sont du CJD Guinée et du CJD Côte d'Ivoire. Oui. On va leur donner la parole, président Iba et puis président Doucouré. Ils sont répondus dans le chat. On va aussi leur donner la parole pour qu'ils puissent répondre à l'oral.
Donc, on y va, les amis. Ce serait bien de mettre vos réponses non ou oui. Et si vous êtes gentil, si vous êtes sympa, si vous pouvez donner un petit élément pour soutenir votre réponse, ce serait bien également. Alors, je peux donner quelques réponses qui sont sur Facebook. S'il te plaît. D'accord. Donc, sur Facebook, première réponse, oui, non. Je dirais non. Après, une réponse positive, oui, c'est un voyage qui est ouvert à tous. Pas vraiment, même avec une bonne détermination, pas vraiment. Et bonjour à tous, je ne crois pas que tout le monde peut être entrepreneur. Donc, ouais. Je pense qu'on a une réponse négative. Très bien. On a quelques réponses également ici sur la plateforme. Oui, on a quelques réponses ici. Non, je ne pense pas. Sur le principe, oui, c'est ouvert, mais tout dépend des caractères. Donc, la notion de caractère. Sur Facebook, les messages continus, c'est un travail sur soi avant tout. Alors, ici, non, parce que souvent la peur domine. Et une équation mathématique, non si entrepreneur égale chef d'entreprise. Oui si entrepreneur égale entreprendre. On a un bon philosophe là, le Fofana. C'est une équation. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse qui sont pertinents, que je comprends parfaitement. C'est une question que souvent au cours de mes séminaires, de mes ateliers, pour essayer de comprendre. Mon point de vue est le suivant, et je peux me tromper, hein, je suis d'accord. Mon point de vue est que tout le monde peut être entrepreneur. La question, c'est est-ce que tout le monde fera ce qu'il faut pour être entrepreneur? La question est est-ce que tout le monde acceptera de payer le prix pour être entrepreneur? Parce que oui, les amis, il y a un prix à payer. Et c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir pour la réponse à mon cher Mohamed. Il y a un prix à payer. Donc, l'entrepreneuriat, c'est bien, c'est la clé, c'est la solution, c'est génial, c'est extraordinaire, tout ce que vous voulez, mais il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice, il y a des concessions, il y a des éléments qu'il faut apporter. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de caractère, quelqu'un a parlé tout à l'heure de capacité de travail sur soi. J'ai entendu cela dans les réponses et on se rejoint parfaitement. Oui, tout le monde peut être entrepreneur, c'est mon avis. Et certains ne sont pas nés pour être entrepreneurs, d'autres pour être employés, d'autres pour être salariés, etc. Non. Je pense que nous venons tous avec des aptitudes différentes. Je suis d'accord. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Donc oui, nous venons tous avec différents éléments. Mais à un moment donné, toute personne peut décider de travailler sur elle et de se doter des outils qui lui permettent de réussir dans l'entrepreneuriat, des stratégies qui lui permettent de réussir. Et pour cela, bon, Mohamed parle de clés, moi je vais plutôt parler d'étapes, si vous permettez. Je vois cela en 3 étapes. Je vois cela en 3 grandes étapes. 1, la décision. 2, la transition. Et 3, le saut. Voilà, c'est comme ça que moi je le vois. 1, la décision. 2, la transition. Et 3, il faut sauter. Il faut y aller, il faut se jeter à l'eau pleinement. D'accord. Premièrement, il faut décider. Il faut choisir d'être entrepreneur. Ça peut venir, on peut vous solliciter, vous pouvez avoir des propositions, vous pouvez ressentir le besoin, la nécessité, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez avoir des formations comme celle-ci. Il faudrait que vous puissiez vous asseoir, réfléchir, analyser en tout état de cause et se dire « je veux être entrepreneur. Je décide d'entrer dans l'entrepreneuriat. Je veux devenir un entrepreneur ou alors je veux me lancer dans cette idée-là. » Pour moi, ça doit être une décision. Et cette décision-là, elle doit être forte, elle doit être sérieuse et elle doit s'entourer d'un élément fondamental. Dans la décision, pour moi, il y a un élément fondamental qui est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je deviens entrepreneur? Et à mon avis, ce pourquoi-là, il renferme beaucoup d'éléments qui vont être la clé de toute votre vie d'entrepreneur. Et je reviens encore avec mon exercice de questionnement. À mon sens, il y a 2 types de raisons pour lesquelles les gens se lancent en entreprise. À mon sens, il y a des mauvaises raisons et il y a des bonnes raisons. Alors, on commence par les mauvaises raisons. À votre avis, quelles sont les mauvaises raisons pour lesquelles les gens se lancent dans l'entrepreneuriat? On y va, hein, on avance ensemble pour ce live-là. Je peux déjà te partager une mauvaise raison. Oui. Je veux être mon propre patron. Je veux être mon propre patron. Très bien. 1. On y va. Envoyez les réponses, les amis. Allez-y, on est ensemble, Quelles sont, selon vous, les mauvaises raisons sur lesquelles les gens se basent pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Le suivisme.
Le Donc, suivisme, très bien. l'effet de mode. Je vais être mon propre patron. Le suivisme. Quoi d'autre? Je le fais parce qu'il l'a fait, donc le suivisme, la pression sociale. Mhm. La Pour, pression sociale, vous pouvez élaborer un peu. Qu'est-ce que la personne veut dire par là? alors, la pression sociale, on va laisser la personne élaborer. Entre-temps, je partage pour avoir juste de l'argent. Je pense que Avoir juste de l'argent. Très bien. l'unique recherche du profit. Alors, Très bien. ici, une série de 3 mauvaises raisons, l'ego, le gain, le court terme. Bravo à la personne. Il faut lui donner +1 là-bas dans le chat. Exactement. Plus un, on va mettre un like. Et d'ailleurs, sur les autres commentaires aussi. Oui, Alors, les mauvaises raisons, la peur de l'échec. très bien. Donc, gagner plus d'argent, le suivisme, donc l'effet de mode. Et l'unique recherche du profit. Et je le fais parce qu'il l'a fait. Je le fais parce qu'il l'a fait. Voilà, voilà. OK. Bah, excellent. Ils sont bons ce soir-là. C'est super. On a un bon public là. Good. Exact. À présent, oui, c'est bon. Tu en as encore une? Pas de travail, donc je me lance dans l'entrepreneuriat. Très bien. Très bien. On a donc les mauvaises raisons. Hein. On les a un peu circonscrites. Ensuite, à votre avis, quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles il faut se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, quelles sont les bonnes raisons? Oui, quelles devraient être les bonnes motivations pour décider de passer entrepreneur, de devenir un entrepreneur? Vivre sa passion. Vivre sa passion pour Mohamed. Vivre sa passion. Alors, créer de l'emploi. Créer de l'emploi, d'accord. Vivre sa passion, créer de l'emploi. J'ai clairement identifié un problème auquel j'apporte une solution. Problème, solution, d'accord. Résoudre une problématique. On va parler un peu comme Steve Jobs, changer le monde Changer le monde. pour le rendre plus positif, avoir de l'impact. Donc, répondre à un besoin. Oui. Ah, excellent. En lien avec la session d'hier, créer de la richesse. Bah voilà. Créer de la richesse, la création de valeur ajoutée en participant au circuit économique. Et Très aussi, bien. un bon point, je trouve, être heureux et prendre du plaisir en travaillant. Il n'y a rien de mieux. Vivre sa mission, donner du sens à ses actes. Gaius, je pense qu'on a de très bonnes réponses. Ah, je suis d'accord. Ils sont très inspirés, hein? Très inspirés. Ouais. D'accord. On se donne encore 1 minute et on va poursuivre. Alors, être heureux, donner du sens à ses actes, la création de richesse. Réponse à un besoin, donc la problématique, hein. Mettre en œuvre une vision, des objectifs avec d'autres personnes. Génial. Excellent. Très bien, très bien. On est en phase, les amis. Je suis très heureux de vos réponses et merci beaucoup. Et merci à Mohamed de jouer également le modérateur. On a effectivement donc de mauvaises raisons de se lancer dans l'entrepreneuriat et de bonnes raisons d'y aller. Pour moi, tout se joue à ce niveau-là. Donc, je dois décider d'y aller. Et je dois décider sur la base d'une motivation qui, pour moi, devrait être une bonne motivation. Et les motivations, je les classe en 2 catégories. Donc, j'appelle mauvaise motivation tout ce qui est motivation externe. Tout ce qui vient, tout ce qui concerne mon extérieur. Donc, je vais être tranquille, je vais être mon propre boss, je vais avoir mes propres décisions. Je ne sais pas moi, j'ai des collègues qui sont difficiles, donc je veux avoir mon entreprise, là je peux faire ce que je veux avoir beaucoup d'argent, on veut suivre la tendance. Toutes ces raisons-là ne sont pas les bonnes. Toutes ces raisons-là ne sont pas les bonnes. Si vous fuyez un patron, vous allez tomber sur un partenaire, vous allez tomber sur un client qui est 10 fois pire. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas évident. Vous allez connaître des moments de difficulté, des moments de souffrance, des moments de vache maigre et vous allez vous poser beaucoup de questions. Si vous voulez être votre propre patron, dormir comme vous voulez, vous réveiller à 11 heures, vous habiller en costume, prendre une grosse voiture, vous pouvez demander à tous les chefs d'entreprise, ce n'est pas ça. Il n'y a que dans les feuilletons que vous voyez ça. Le chef d'entreprise, il ne dort même pas, il a 2 heures de temps la nuit et puis il est déjà debout pour y aller. Et même pendant son sommeil, il pense encore à ses chiffres. Je vous le dirai. Donc, ça n'a rien à voir. Il faut bien savoir pourquoi est-ce qu'on va en entreprise. On ne va pas en entrepreneuriat non plus pour tester une idée. On veut essayer quelque chose. On ne va pas dans l'entrepreneuriat pour essayer. Tous ceux qui vont dans l'entrepreneuriat pour essayer quelque chose, à 90%, bon, je n'ai pas fait d'études, hein, mais comme ça, vite fait, ils échouent.
Parce qu'on ne va pas tester quelque chose. On ne va pas prendre une année sabbatique, on ne va pas prendre 6 mois pour essayer une idée. Non, parce qu'il faut y aller à fond. Il faut y aller à 100% pour réussir quelque chose. On n'a pas fait un peu d'argent, on n'a pas un peu d'économie. Donc, on va voir avec les amis, on va voir si ça peut marcher, on va tenter quelque chose. Non, l'entrepreneuriat, c'est très sérieux. Quand on veut atteindre un certain nombre de réalités, on peut tester une vente d'arachide, on peut tester, je ne sais pas moi, vendre des téléphones portables à côté. Oui, ça c'est bon. Mais si vous voulez réellement apporter de la valeur, créer de la richesse, créer des emplois, avoir un impact, répondre à un besoin réel sur la durée, sur le long terme, il faut beaucoup plus qu'une simple envie d'essayer ou de tester. Il faut avoir quelque chose de plus lourd. Et c'est là où j'en arrive aux motivations internes. Il faut avoir quelque chose en vous. Il faut avoir un rêve, il faut avoir une vision, il faut avoir une motivation qui est interne. Il faut avoir quelque chose qui brûle en vous pour aller dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir un problème peut-être auquel vous voulez apporter une solution. Mais ce problème-là, il est vraiment important pour vous. C'est vraiment quelque chose qui vous prend, qui vous possède. Votre rêve doit vous posséder. Votre envie, votre vision, elle doit être totalement en vous. Ce qui fait que vous pouvez toujours trouver la force de vous relever. C'est très important de trouver déjà le point de départ, de pouvoir allumer ce feu-là en vous avant d'y aller. Autrement, c'est compliqué. Autrement, c'est difficile. Parce qu'il y aura ces moments-là, il y aura cette difficulté, ces moments-là où le partenaire vous a abandonné, où le client qui avait promis sa grosse commande, il vient de l'annuler, où le coronavirus est passé par là, ou X, Y, Z. Et en ce moment-là, il n'y a que le rêve, il n'y a que la passion, il n'y a que la motivation interne qui vous permet de continuer. Parce que la motivation externe, elle va à un moment donné disparaître. Les amis vont partir, les gens vont vous abandonner. Ils vous diront, mais qui t'avait demandé de te lancer? On te l'avait dit, etc., etc. Vous connaissez tous comment cela se passe. Il faut trouver quelque chose de plus fort que soi. Il faut avoir une envie d'impact pour y aller. Et non pas simplement, je ne sais pas moi, sur un coup de tête, parce qu'on est bon dans quelque chose, on veut aller créer sa propre entreprise, parce que le patron il se croit plus fort que moi, je vais y aller, etc., etc. Donc moi, Mohamed, si tu veux, la clé, c'est d'abord décider. Et décider, c'est trouver pourquoi je vais en entrepreneuriat. Si j'ai bien répondu à cette question, je suis très avancé. Tu as très bien répondu à la question et les mots que tu utilises sont très forts. Lorsque tu parlais, je visualisais ce feu intérieur qui nous motive et qui nous permet de tenir même dans les moments les plus obscurs. C'est un peu ce feu qui éclaire lorsque tout est noir et tout est sombre. Cette force, je dirais, d'après la compréhension que j'ai, elle nous permet de booster le destin et de se dire qu'on avance. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver ce feu? Comment est-ce qu'on fait pour trouver cette raison, cette motivation profonde? Est-ce que tu as des conseils à partager? Comment est-ce qu'on fait? La solution, elle peut paraître très simple ou banale, mais elle est la suivante, c'est s'écouter. Beaucoup de fois, on cherche les réponses ailleurs, mais les meilleures réponses sont en nous. Les plus grandes réponses à toutes nos questions, elles sont en nous. Malheureusement, avec le train quotidien que nous avons, on ne s'écoute plus suffisamment. On n'est plus en relation avec soi-même. On a très peu de temps pour soi. C'est quand la dernière fois où vous êtes assis et vous avez passé 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes sans rien du tout comme distraction autour de vous. Sans téléphone, sans ordinateur, sans télévision, sans rien. À vous poser des questions, à vous dire, Gaius, ça va? Comment vas-tu? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es fier de ta vie? Quelles sont les décisions que tu prends aujourd'hui? Comment est-ce que tu t'analyses? Est-ce que tu es satisfait de toi? Est-ce que nous avons 7 temps de réflexion avec nous-mêmes, 7 temps de méditation? Bon, quand on dit méditation, les gens pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais je vais peut-être dire juste 7 temps de silence, de calme absolu, où on s'écoute. Avec cette petite voix-là qui te dit, voilà ce que tu dois faire. Il y a cette voix qui nous parle en nous, et c'est elle qu'on doit apprendre à écouter. Ça, c'est la première des choses. Pour moi, c'est d'abord s'écouter. Ensuite, il y a un certain nombre d'astuces. Il y a un certain nombre de, est-ce qu'on va dire astuces? Il y a un certain nombre d'éléments qui vous permettent de le faire. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas payé? Ça, c'est une question classique. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire si vous n'étiez pas payé toute votre vie? Mais vous pouvez le faire gratuitement. Je peux former, je peux encadrer, je peux accompagner, je peux motiver sans être payé. Et mieux, je le fais même
contre la volonté des personnes. C'est-à-dire que les gens ne me le demandent même pas, mais je vais, je les pousse, je les dis, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses ça, je les relance, etc. Donc, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire gratuitement? Si la notion de gratuit vous dérange, alors je rechange la question. Je vais la reformuler pour qu'elle soit plus saisie pour vous. Qu'est-ce que vous feriez si aujourd'hui, par exemple, vous gagnez de l'argent, vous avez un héritage ou vous gagnez au loto, je ne sais pas quoi, et vous avez une immense fortune, de telle façon que vous n'avez plus besoin d'argent pour vivre. L'argent de toute votre vie, c'est garanti. C'est tranquille, vous n'avez plus besoin d'argent. Qu'est-ce que vous feriez de vos journées? D'accord, oui, les premiers mois, vous allez aller à Ibiza, à Dubaï, etc. Machin. Mais à un moment donné, il faudra vous occuper parce que vous allez vous ennuyer le reste du temps. Qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Qu'est-ce que vous feriez au quotidien? Ça, c'est une autre façon de comprendre réellement qui vous êtes. Et enfin, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui vous remplit d'émotions? Vous regardez un film, vous discutez avec une amie, vous êtes sur Internet. Quelles sont les images qui vous remplissent de larmes? Quelles sont les causes auxquelles vous êtes sensible? Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Quand vous réfléchissez à ces éléments-là, vous comprenez réellement où est-ce que vous faites le lien avec votre moi intérieur. Vous retrouvez votre soi et vous pouvez désormais l'écouter et grandir avec cela. Une autre façon de le faire, c'est avec quoi est-ce que vous avez une certaine passion? Où est-ce que vous avez un élément supérieur aux autres? Dans quel domaine est-ce que vous êtes un Lionel Messi? Dans quel domaine est-ce que vous êtes un Cristiano Ronaldo, un Sadio Mané? C'est-à-dire que quand c'est temps, vous avez tellement d'idées, vous avez tellement d'astuces, vous avez l'intuition vous vient, vous êtes à l'aise, vous êtes tranquille, vous délivrez tout ce qu'il y a à dire. Donc, quels sont ces domaines-là dans lesquels vous êtes vraiment à l'aise? Vous êtes tranquille. C'est le dessin, c'est l'art, c'est la peinture, c'est la danse, je ne sais pas moi. Mais il y a un domaine où c'est votre jardin. Vous êtes vraiment tranquille là-bas. Voilà un certain nombre d'éléments qu'il serait bien de creuser pour retrouver sa passion. Mais tout le monde a quelque chose. Il n'y a personne qui soit venu vide. Chacun est rempli de quelque chose. Excellent. Donc, la décision, la transition, le saut. Oui. Donc, la décision, déjà, on en a parlé avec le pourquoi, trouver sa passion. Ensuite, il y a la transition. La transition, c'est ce moment où vous allez continuer par faire ce que vous faites parce qu'il faut bien vivre. Et ensuite, vous allez apprendre à démarrer ce que vous voulez faire. Donc, il y a ce que je fais et il y a ce que je veux faire. Je fais souvent la différence entre l'emploi et le travail. L'emploi, c'est ce qui vous permet d'avoir de quoi manger. C'est un job. Le travail, c'est votre passion. Et personne ne peut vous renvoyer de votre travail. Mais on peut vous licencier de votre emploi. Donc, pendant que j'ai un emploi, je ne commence pas à travailler. Donc, ce que je conseille, c'est de commencer. Une fois que vous avez trouvé votre passion, vous démarrez. Où vous êtes, avec ce que vous êtes, comme vous pouvez, vous démarrez tout de suite. Transition, et je trouve que la transition que tu fais à cet instant est trop rapide. Une fois que nous avons l'idée et que nous savons ce que nous devons faire, on commence. Moi, je pense que c'est trop rapide parce que je me dis que beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation, entre le moment où elles ont pris la décision et le moment où elles se lancent, souvent, un nombre de mois et même d'années s'écoulent en fait. Ouais. Comment on fait pour passer de la volonté à l'acte? Grosse question. Comment est-ce qu'on fait pour passer de la volonté à l'acte? J'ai envie de dire, il n'y a pas de recette magique. À un moment donné, il faut y aller et comprendre que si je ne le fais pas, ça ne se fera pas. Personne ne vivra ma vie à ma place. Moi, en 2016, quand je créais mon entreprise, c'est le jour où je me suis réveillé, c'était le 28 mai 2016 et j'ai eu 30 ans. Donc, le 28 mai 2016, j'ai 30 ans, je me dis, c'est une catastrophe. Moi, c'est un âge incroyable. Pour moi, je suis passé dans la vieillesse. Donc, pour moi, à 30 ans, c'est grave. Si je ne vis pas ma vie, il n'y a rien qui se fera. Donc, ce jour-là, je me lève, j'appelle une amie et je lui demande de m'aider à avoir un logo. J'appelle une autre amie et je lui dis, écoute, tu travailles au plateau, est-ce que tu peux aller à la PIX pour prendre les renseignements pour les formalités d'une entreprise? Elle me dit oui, et puis j'ai pris une permission, je suis allé ce jour-là, j'ai créé mon entreprise. Donc, à un moment donné, il faut se dire, je passe à l'action. Voilà, j'attends, il faut y aller. Certaines personnes, y compris moi-même, dans des situations, on veut que tous les voyants soient ouverts, on veut que tout se fasse, on veut que tout soit prêt, que tout soit cohérent, etc. Je donne un exemple. Il y a des années que je savais que je devais passer en formation en ligne. Cela m'était demandé.
Je faisais des formations ici au Sénégal. Il y a des gens au Bénin, au Togo, au Rwanda, en Côte d'Ivoire qui me disent, mais on ne peut pas participer parce qu'on n'est pas là-bas. Est-ce que ce n'est pas possible de les faire en ligne pour qu'on participe? Et je disais tout le temps, non, on attend, on va voir. Parce que dans ma tête, il fallait tout un arsenal. Il fallait commander des caméras, il fallait du matériel sophistiqué, il fallait être prêt, il fallait voir l'éclairage, etc. Mais dès que Tata Corona est passé par là, il n'y a personne qui m'a dit de passer en ligne. Hein. Automatiquement, je suis passé. Donc, en réalité, c'est pour dire que parfois, on attend. On veut que tout soit parfait, mais c'est sur le chemin qu'on trouve le chemin. C'est ce que j'ai compris. C'est sur le chemin qu'on trouve le chemin. C'est sur le chemin qu'on trouve le chemin. Quand vous sortez de chez vous, mon cher Mohamed, et que vous allez au plateau, que vous allez à l'hôpital, au restaurant, vous n'attendez pas de voir le restaurant pour démarrer. Mais vous démarrez et vos phares éclairent la première partie du chemin. Et plus vous évoluez, et plus le chemin s'éclaire. Et vous finirez par atteindre le restaurant. Et même si vous faites un détour, même si vous vous trompez, vous allez finir par retrouver le restaurant. Donc, il y a simplement ensuite à ajuster. Il n'existe pas de bon chemin. La réponse parfaite n'existe pas. Il y a plusieurs chemins et il y a plusieurs réponses. Il faut y aller et progressivement, on ajuste. Donc, c'est sur le chemin qu'on trouve le chemin. Si vous attendez, vous vous faites du mal. Tout ce que vous gagnez avec le temps, c'est de l'âge. Levez-vous demain matin et commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez et dans la situation où vous êtes. Excellent. Tout ce que je note les phrases. Hein. Tout ce que vous gagnez avec le temps, c'est de l'âge. Ben oui. Si tu me le permets, Gaël, j'ai vraiment envie de te titiller un peu plus sur cette question. Vas-y. Parce que lorsque je t'écoute, je repense à ces conversations que j'ai avec ces personnes qui veulent se lancer et qui disent tout le temps, je le ferai demain. Je le ferai demain. Et qui reportent tout le temps à demain ce qu'elles peuvent faire en fait aujourd'hui. Est-ce que, alors la volonté est une chose, mais face à la procrastination, quelles sont les astuces, quelles sont les skills, les aptitudes qu'il est possible de développer? Est-ce que tu en connais? Oui. J'évoque d'ailleurs certaines petites astuces dans mon livre. La procrastination, je vous en donne quelques-unes comme ça. Premièrement, il y a John Maxwell, mon mentor, qui dit qu'une des astuces, c'est de se répéter « do it now hein? ». Do it now, fais-le maintenant, de se le répéter 50 fois le matin, 50 fois le soir avant de se coucher. 50 fois le matin, 50 fois, c'est l'ordonnance. 50 fois le matin, 50 fois le matin, 50 fois le soir. Tu te répètes, do it now, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Ça veut dire qu'automatiquement, tu vas enregistrer dans ton subconscient cette notion d'urgence-là. Et si possible, même le coller quelque part. Tu colles cela quelque part et tu te dis tout le temps, je vois qu'il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Deuxième possibilité, c'est de décider de prendre rendez-vous avec une date et d'en parler à quelqu'un. Donc, automatiquement, vous en parlez à quelqu'un, ça fait de cette personne-là ce gendarme qui, derrière vous, va vous suivre. Donc, je dis à Mohamed, écoute, Mohamed, je ne sais pas moi, telle date, je lance telle formation. Et je sais que Mohamed va être derrière moi pour me demander où est-ce que j'en suis, est-ce que je l'ai fait, etc., etc. Donc, je dis à Mohamed, je m'inscris à la salle de gym et mon objectif, c'est de perdre 5 kilos au 31 décembre. Et Mohamed, s'il te plaît, aide-moi parce que je me connais. Et Mohamed, lui, son rôle, c'est en fait de m'accompagner et de m'aider, de m'appeler tous les vendredis, tous les dimanches matin, de me dire où est-ce que tu en es, où est-ce que tu en es, où est-ce que tu en es. Voilà. Une autre astuce, c'est de peut-être l'afficher publiquement. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, voilà, tu peux l'écrire dans... Oui, tu l'affiches, tu prends rendez-vous avec les gens. Mais c'est un engagement qui est lourd, Gaius, parce que... Ben oui, c'est un engagement qui est lourd, mais derrière, en fait, ça s'appelle... C'est-à-dire que tu brûles les bateaux, tu brûles tes vaisseaux, tu n'as plus d'échappatoire. Tu n'as plus de plan B. Tu ne peux plus te cacher, en fait. Donc, derrière, tu es obligé d'avancer parce que tu as promis, parce que les gens te regardent, parce que tu l'attends. Et à un moment donné, c'est ce que j'ai dû faire pour mon livre. Je sentais que tout le temps, j'étais en train, entre les relectures, entre les retours, je me demandais la couverture et l'impression, est-ce que c'est nickel? À un moment donné, j'ai dit, tiens, je sors mon livre. Et je l'ai mis sur les réseaux sociaux. J'ai mis le lien, j'ai dit précommande. Le 24 août, vous êtes livré, vous recevez mon livre. Mais en ce moment-là, quand c'est fait comme ça,
et que tu es chef d'entreprise, que tu es coach, que tu es formateur, que tu as des personnes qui te connaissent, comment est-ce que tu fais pour revenir leur dire, oui, bon, vous savez, le livre n'est pas prêt, attendez la semaine prochaine, dans 3 jours, dans 5 jours, c'est plus possible. Donc là, tu t'es mis la corde au cou et tu avances. Parce que nous tous, on a encore ces moments où la procrastination peut revenir sur certains aspects, sur certains domaines. Donc ce sont ces éléments-là que moi j'ai développés au quotidien pour m'empêcher de continuer par reporter de manière interminable. Excellent. Donc la transition, prendre des engagements personnels mais les partager avec d'autres personnes pour nous rappeler que nous avons pris ces engagements. Je pense aussi que si on est... Oui, je voulais ajouter. Et quelque part, le plus important quand il s'agit d'entrepreneuriat ou de grands projets, c'est d'avoir toujours la vision à l'esprit. C'est pour ça que moi, par exemple, dans ma routine matinale, il y a un moment où je revois ma vision. Votre pourquoi là, c'est un pourquoi qu'on met de côté. Ce n'est pas un pourquoi auquel on a pensé une fois en passant. Non, c'est un pourquoi qui va rester présent, qu'on va toujours avoir à l'esprit. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu l'écris quelque part? J'ai un cahier de visualisation. Un cahier de visualisation. Un cahier de visualisation dans lequel il y a mes rêves, il y a mes objectifs. Très bien. Et... Donc, je sais où est-ce que je vais. Et tous les matins, quand je prends mes 5-10 minutes pour parcourir ce cahier-là, quand je vois la maison que je vais m'offrir, quand je vois les voitures que je veux posséder, quand je vois l'impact que je vais avoir dans mon village, ce que je veux créer comme hôpital, comme terrain de foot, ce que je vais avoir comme impact, mais ça me motive. Je suis obligé de prendre mon téléphone, d'appeler, je suis obligé de travailler 2 fois plus. Excellent. Donc, un cahier de visualisation où la vision écrite, les objectifs, le rêve, la réalisation du rêve. Et... C'est ça, l'avoir toujours à l'esprit. Avoir toujours, en réalité, et ça, on va y arriver, j'espère, l'entrepreneur, ce qu'il a toujours en tête, c'est l'horizon. Et c'est comme ça qu'il se dégage des autres types qu'on a dans l'entreprise. Et tout à l'heure, on va y arriver. L'entrepreneur, son rôle, c'est d'être toujours en mode dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans. Donc, c'est de pouvoir toujours être en hauteur. Comment? C'est de se projeter. Son rôle, c'est de se projeter. C'est ça. Et de cet horizon. Il est dans le futur. Il est dans le futur. Donc, quand vous gardez cette notion du futur-là à l'esprit, vous ne pouvez plus vivre vos vies, vous ne pouvez plus vivre votre quotidien comme tout le monde. La plupart des gens traînent les pieds, paressent, machin, parce qu'ils sont dans le présent. Et certains sont même dans le passé. Il y a des gens qui ne sont pas en 2020. Hein. Nous, on est en 2020, Mohamed. Enfin, nous sommes en 2020. Mais certains sont en 2012, où ils ont perdu ci, où ils ont perdu ça. D'autres sont en 2015, où on les a renvoyés. D'autres sont en 2007, où ils ont subi ci, où ils ont subi ça. Certains sont dans le passé. D'autres sont dans le présent, la tête dans le guidon. Il y a là très peu qui voient l'avenir. Il y en a très peu qui sont dans la reprise. Il y en a très peu qui sont en 2021. Moi, je suis en 2021. La dernière fois, je parlais avec un partenaire, Roland. On évoquait nos projets de 2021. D'accord? Sûrement, certains qui sont plus avancés que moi sont en 2023, 2025, 2030. Mais la majorité, ils sont ici. D'autres sont en mars. Non, j'avais un événement qui a été annulé. J'avais un contrat qui n'a pas fonctionné. Certains sont en avril. Oui. Voilà, d'autres on veut le passé. Et ce point d'ailleurs, celui que tu évoques en disant que certains sont dans le passé, et je le mets en relation avec un autre point que tu as évoqué tout à l'heure, qui consistait à dire que tous les voyants, certaines personnes se disaient que tous les voyants devaient être au vert avant qu'elles puissent se lancer. J'aimerais savoir s'il y a un lien avec ce qu'on appellera les croyances limitantes. C'est-à-dire ces croyances qu'on a sur nous-mêmes qui finalement nous empêchent. Ouais. Oui, les pensées limitantes, c'est la plus grande prison au monde. Ce n'est pas Guantanamo, ce n'est pas Alcatraz, ce n'est pas Robust. La plus grande prison au monde, c'est la prison mentale. C'est la prison des pensées. C'est tout ce qu'on pense. Et cette plus grande prison, c'est-à-dire que le cachot dans cette prison, c'est les pensées qu'on ne sait même pas qui sont en fait des pensées limitantes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais remis en cause et qu'on a toujours pensé que c'est comme ça. Et c'est pour cela qu'on doit s'affranchir de cela. On doit tout remettre en cause tout le temps. Oui, il y a des valeurs, il y a des principes. Ça, ils sont non négociables. Il y a un cercle. Ça, c'est intégrité, respect, honnêteté, valeur. OK, d'accord, on ferme. Mais au-delà de ça, chaque jour, il faut se poser des questions. Il faut chercher à sortir de cette pensée-là. Et les pensées limitantes, tu fais très bien de les évoquer. C'est ce qu'il y a vraiment de pire. C'est ce qui nous empêche d'y arriver. On est limité par ce qu'on a vu, par ce qu'on a entendu, par ce qu'on nous a dit. C'est pour cela qu'il faut pouvoir se reformater.
il faut déconstruire ce qu'on a reçu et aller plus loin. C'est pour cela qu'il faut se former, c'est pour cela qu'il faut lire, c'est pour cela qu'il faut avoir des mentors, c'est pour cela qu'il faut appartenir à des réseaux très importants comme le CJD, parce que là, vous écoutez d'autres notions. Vous comprenez ce qui se fait au Maroc, vous comprenez ce qui se fait en France, vous avez les idées de ce qui se fait en Côte d'Ivoire, au Mali, et là, vous sortez comme ça, vous sortez toujours nourri, rafraîchi, régénéré en fait. Donc, vous apprenez à casser vos barrières et à avancer. Parce que les pensées limitantes, c'est vraiment des œillères. Vous avez toujours vu que c'était comme ça, les gens vous ont dit que c'était comme ça, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Tout est à remettre en cause tout le temps. Dans ma vie, il n'y a jamais de jamais et il n'y a jamais de toujours. C'est toujours comme ça qu'on a fait, on ne fera jamais comme ça. C'est des mots abandonnés. Je comprends. Est-ce que tu as des exemples de croyances et de pensées limitantes à partager? Les pensées Et limitantes, j'ai même envie oui. de te demander peut-être une pensée qui, toi, t'a limité. La pensée qui m'a limité, c'est déjà le perfectionnisme. D'accord? J'ai toujours pensé qu'il fallait que tout soit parfait. Quand je fais une formation, quand je veux sortir quelque chose, il faut que tout soit nickel, il faut que tu ne fasses aucune faute, il faut que tu sois toujours parfait, nickel, que les gens n'aient rien à redire. Parce qu'on a grandi avec cet esprit-là, où toujours les parents reprochaient quelque chose, où les parents voyaient toujours ce qui ne va pas. Quand tu as 15, pourquoi tu n'as pas 16? Quand tu as 12, pourquoi tu n'as pas eu 18? Quand tu as 18, pourquoi tu n'as pas eu 20? Quand tu es deuxième, pourquoi tu n'es pas premier? Donc, il y a toujours, en fait, dans son esprit, cette idée de vouloir être parfait, de toujours faire les choses du top possible. Mais en réalité, c'est une grosse erreur. C'est une pensée qui m'a limité pendant des mois et des mois. J'ai même dit pendant des années. À un moment donné, on comprend qu'il faut y aller, faire quelque chose et parfaire cela. Il faut parfaire cela. Il faut parfaire cela. Donc oui, la pensée du perfectionnisme, la pensée du moment opportun. On pense souvent qu'il y a un bon moment. Le bon moment pour faire quelque chose. C'est-à-dire que, et tu connais le cycle, hein, quand j'aurai un travail, quand je vais avoir tel pourcent d'économie, quand je vais avoir la promotion, quand je vais me marier, bon, écoute, là, je vais faire mes enfants, et quand je fais mes enfants, c'est bon. Bon, écoute, là, les enfants sont petits, laisse-les au moins avoir 5 ans, et puis c'est bon. Bon, tu sais, il y a l'aîné qui vient d'avoir son CPE, c'est bien qu'il a quand il a son baccalauréat, ça va. Ah bon, là, en fait, notre entreprise est en restructuration. Dès que l'entreprise finit sa restructuration, là, c'est bon, je vois clair, c'est équilibré, on peut y aller. Ah bon, tu sais, il y a mon aîné qui va bientôt soutenir et puis c'est un peu compliqué, on se revoit après. Donc, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Hein. Il y a ma maman qui est souffrante, il y a X, il y a Y. Il n'y a jamais de moment opportun. Il n'y a jamais le temps pour quoi que ce soit. Donc, il faut saisir le moment qui est là et le rendre opportun. Si on attend le moment opportun, il n'y a rien qui se passe. Je me permets de t'interrompre. Oui. Saisir le moment et le rendre opportun. Oui. Tu le dis avec beaucoup d'aisance et de simplicité. Est-ce qu'il est aussi simple que cela que de rendre un moment opportun? Par exemple, Non, rien n'est simple. Rien n'est simple, mon cher Mohamed. Rien n'est simple. Et je comprends tous ceux qui sont limités par cela parce que pendant longtemps, je l'ai été. Et dans des exemples encore, je me retrouve dedans. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas un ange. Je veux dire simplement que cette zone de confort dans laquelle on se trouve, elle nous enfonce. Quand j'ai créé mon entreprise en 2016, est-ce que c'était le moment opportun? Non, mais c'était un moment parmi tant d'autres. J'aurais pu la faire 1 an avant, 2 ans après. Mais aujourd'hui, est-ce que je regrette? Pas du tout. Est-ce que j'étais prêt en ce moment-là? Non. Il n'y avait rien qui me prédisposait à m'en sortir. Bien au contraire, avec tout ce que j'ai connu, avec mon background, il n'y avait rien qui me donnait une certaine carrière d'entrepreneur, encore moins dans le domaine de la formation, qui n'avait rien à voir avec mon parcours. Moi, j'ai été ingénieur informatique, je l'ai dit, j'ai été chef de projet senior, je suis PMP, donc c'est plutôt la gestion, la planification, etc., etc. Mais aujourd'hui, je fais quelque chose qui sort de ce cadre-là. Donc, on attrape un moment et puis on se bat pour que ce moment-là devienne ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas simple. Et c'est parce que ce n'est pas simple que beaucoup ne le font pas. et là, je vois un commentaire. Hein, je vois un commentaire que je vais me permettre de partager. On est à une période où les gens, pour ne pas dire les jeunes, pensent que tout arrive tout seul et que tout est facile comme Internet. Oui, malheureusement, ça c'est ma génération hein, et mes jeunes frères. Nous, on est nés, on a trouvé, on découvre maintenant le micro-ondes. Du coup, on ne veut plus préparer. On ne veut plus le repas qui se met au feu à 9 heures et qui cuit à midi. Hein, on veut tout de suite, on appuie sur le bouton et puis après ça fait tic-tic, tu récupères ta pizza et puis elle est chaude, tu la manges.
On n'a pas connu les lettres où tu envoies une lettre et puis la personne prend 2 semaines pour la recevoir et toi, tu prends 3 semaines pour avoir ta réponse et parfois elle se perd à la poste, etc. Aujourd'hui, c'est l'instantané. Le monsieur t'écrit sur WhatsApp, il t'écrit sur, je sais pas moi, sur Facebook et il veut la réponse tout de suite. Il te relance. Je t'ai écrit, voilà, c'est le mail, c'est tout de suite. Donc, malheureusement, mes jeunes frères et moi, nous avons tendance à croire que tout va tout de suite. Et ça aussi, c'est un inconvénient parce que tout se construit, tout se bâtit. Et surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et il faut accepter que ça se bâtisse. Parce que si vous n'avez pas la bonne fondation, ce n'est même pas bon pour vous. Il faut accepter que ce soit dur au début. Parce que cette période-là vous bâtit, vous construit et vous renforce. Et moi, j'ai beaucoup aimé la période de coronavirus parce que ça m'a aidé à me retrouver, à réfléchir, à sortir des stratégies, à m'en sortir dans cette période-là. Pour moi, c'était un gros test. Et j'ai aimé pouvoir me confronter à cette situation-là. Donc, c'est très important de comprendre que ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est quelque chose sur la durée. Et une fois encore, ça rappelle la vision. Quand on a la vision en tête, quand je sais où je vais, je peux plus facilement, bon, facilement c'est un griffe, je peux mieux traverser les moments de difficulté. Parce que je sais qu'en 2030, je sais qu'en 2040, je sais qu'en 2050, voilà là où je serai. Mais quand je ne sais pas là où je vais, quand je n'ai aucune idée de ce que je me suis promis, de ce vers quoi je me suis engagé, en fait, toute situation me fait trembler. Toute situation me déséquilibre. Et j'ai du mal à retrouver sur mes pieds. À tout moment, je me demande, est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que je ne vais pas essayer ici? Mohamed m'a dit qu'il a gagné un bon marché. Peut-être que le domaine du digital, c'est ce qu'il faut faire. Bon, Gloria m'a parlé de la RSE. Apparemment, ça prend maintenant. Est-ce qu'il ne faut pas que j'ouvre une filière là-bas? Parce que je ne sais pas là où je vais. Je n'ai pas construit quelque chose. Je ne m'oriente pas vers quelque chose. En réalité, je suis juste là pour survivre, pour m'en sortir. Et l'entrepreneuriat, voilà, elle se transforme rapidement comme un requin qui vous avale. Je comprends ce voyage, en fait. J'ai envie de dire qu'il ressemble à une boussole. Excellent. Une boussole qui est développée à travers la vision, les objectifs qu'on veut atteindre et qui nous aide même lorsqu'on doit prendre des décisions à pouvoir utiliser cette boussole pour savoir si la décision qu'on prend n'est pas tant bonne ou mauvaise, mais si elle est bonne ou mauvaise pour notre voyage, pour notre destination, en fait. L'atteinte de cet objectif, j'ai envie de te demander, est-ce que l'atteinte de ces objectifs et la réalisation de ce rêve correspond pour toi à la réussite? Est-ce que c'est l'accomplissement qui est la réussite ou autre chose? J'ai envie d'aborder cette question-là sous 2 aspects. Premièrement, il faut différencier réussir sa vie de réussir dans la vie. D'accord? Réussir dans la vie, c'est un regard externe. Une fois de plus, ce sont les gens qui vont regarder Mohamed avec désormais ses costumes, ses 3 voitures, sa femme, ses enfants, l'école dans laquelle ses enfants se rendent, et puis ils vont se dire Mohamed, il a réussi. Mohamed, c'est un exemple, Mohamed, etc. Mais c'est à Mohamed de s'asseoir et de se demander lui-même, est-ce qu'il est fier de lui? Est-ce qu'il a atteint ses objectifs? C'est à Mohamed de pouvoir évaluer son niveau d'atteinte du potentiel qui est en lui. Donc, en réalité, Mohamed peut avoir créé une entreprise qui réussit, qui marche bien, qui emploie 1000 personnes. Mais au fond de lui, il a eu le potentiel d'en créer 4, d'en créer 5, d'en créer 10, d'en créer 20. Est-ce que Mohamed a réussi? Point d'interrogation. Contrairement à cette dame qui a une entreprise et qui avait le potentiel d'en créer une qui pouvait employer 30 personnes. Elle a créé une entreprise qui a 25 personnes. Entre Mohamed et cette dame, qui a réussi? Donc, toute la question, elle est personnelle. Tout dépend de ce qui a été déposé en toi. Donc, tout dépend des capacités que tu as. Donc, si Mohamed, il était capable de créer une entreprise et en même temps d'être musicien et qu'il ne fait que l'entreprise, il a privé le monde de quelque chose. Si Mohamed était capable d'être, je ne sais pas moi, un grand footballeur ou un grand basketteur et de ramener des trophées pour le Sénégal et qu'il s'est consacré plutôt à by feeling et de ce côté-là, il a laissé un vide. Pour moi, c'est plutôt une approche personnelle. Et ensuite, la réussite, je la définirais comme un degré. Toute personne est sur un parcours. La vie, c'est un voyage, ce n'est pas une destination. Donc, pendant le voyage, on va définir des degrés de réussite. Donc, on peut avoir réussi à 20%. C'est comme un téléchargement, en fait. On télécharge sa mission
Donc, je peux avoir téléchargé 5%, 10%, 15%, etc. Ouais. Très bien. Donc, la réussite, si je comprends bien, est plus une question de réalisation de son potentiel. C'est ça, exactement. Et en fin de compte, je ne suis en compétition avec personne d'autre. Absolument pas. Je suis en compétition avec la personne que j'étais hier. Si aujourd'hui je me suis bonifié, si aujourd'hui je suis devenu meilleur que hier, j'ai réussi. Que je sois plus riche que Mohamed, que je sois plus pauvre que Mohamed, que j'ai 3 entreprises, que Mohamed en ait 5, ça n'a aucune importance. Je ne suis en compétition avec personne, je ne suis en comparaison avec personne et je ne suis en concurrence avec personne. Je suis en concurrence avec moi-même. Je dois me développer, me bonifier, m'améliorer et être le meilleur que je peux. C'est le plus important. Excellent. Et Gaius, dans ce processus, ces différentes étapes, et on comprend que c'est un voyage qui est long, c'est le voyage d'une vie. Je suppose qu'un accompagnement est nécessaire. Et tout à l'heure, une question m'a interpellé sur le Facebook. La question est la suivante, c'est comment on fait pour choisir un mentor? Parce que je suppose que c'est un voyage qu'on fait avec d'autres personnes et que le mentor peut avoir un rôle qui est important à jouer. D'accord. Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a une avance sur soi. C'est différent du formateur, c'est différent du coach, c'est différent du professeur, etc. Le mentor, c'est quelqu'un dans les pas de qui je voudrais marcher. C'est quelqu'un qui a réalisé quelque chose que je veux réaliser. Donc, si par exemple, je veux entreprendre dans un domaine et que je me tourne vers ma mère, vers ma tante, ma cousine pour lui demander des conseils, elle pourrait être ne pas la bonne personne parce qu'elle n'a pas fait ce que je veux faire. Même si j'ai du respect pour elle, même si elle est quelqu'un de sympa, quelqu'un de bien, d'attentionné, etc., il faut que je m'assure, quand on parle de mentorat, c'est quelqu'un qui vous tire et qui vous aide sur la base de son expérience. Donc, c'est quelqu'un qui est plus avancé que vous. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, pour choisir un mentor, ensuite, il faut s'assurer que la personne elle est disponible, d'accord? Donc, elle veut bien vous aider. Et malheureusement, dans bien de situations, les gens ne sont pas toujours disponibles. Il y a une nouvelle forme de partage d'associations qui arrive avec tous les membres du CJD. Moi, je l'ai vu, puisque j'ai déjà participé à vos événements avec une nouvelle génération également de coachs. Mais ça n'a pas toujours été le cas où les gens veulent vous dire ce qu'ils ont fait, veulent vous dire comment ils ont fait, veulent partager leur expérience. Donc, il faut trouver des gens qui sont disponibles. Et n'ayez pas honte d'essuyer des refus. N'ayez pas honte d'aller voir quelqu'un qui vous dit fiche-moi la paix, je n'ai rien à te dire, ou je ne veux pas t'en parler, ou qu'il vous fasse tourner en rond. C'est normal. Les gens n'ont aucune obligation envers nous. Je cherche, je tends la main. S'il vient, c'est bon. S'il ne vient pas, je respecte sa décision. Je ne lui en veux pas, je respecte sa décision et je passe au suivant. Ça aussi, il faut le comprendre. Et j'ai envie de te demander, parce que là, tu parles de la honte du refus, mais les personnes qui ont même honte de demander, quel est le traitement que tu préconises? Il faut savoir si je vais avoir honte une fois ou si je vais avoir honte toute ma vie. Est-ce que je vais avoir l'air bête, paraître idiot un moment, le temps d'avoir ma réponse avec Mohamed, ou est-ce que je veux rester idiot toute ma vie? Le choix est fait. Donc, si Mohamed considère que c'est que je suis un petit, je ne connais rien, ok, moi j'accepte ce moment-là d'aller vers lui et de savoir ce que je veux savoir, mais pour le reste de ma vie, j'aurais dépassé ce stade-là. Je me serais enrichi. Donc, tous ces éléments-là, c'est un travail à faire sur soi-même. Il faut vraiment dépasser cela. Il faut quitter le statut de comparaison, le statut de ils vont croire qu'il va se dire, qu'il va voir que... Non, je ne suis en compétition avec personne une fois de plus. Moi, j'avance et je sais où je vais. Donc, si quelqu'un a l'information que je veux, je me bats pour aller trouver l'information. Ce que la personne pense, c'est son problème. Moi, j'ai appris à comprendre que ce que quelqu'un dit a plus à voir avec lui qu'avec la personne à laquelle il le dit. Parce que les gens ne donnent que ce qu'ils ont. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose, généralement, ça a plus à voir avec lui qu'avec toi. Parce que les gens sortent seulement ce qu'ils ont. Donc, ne prenez pas au premier degré ce que les gens vous disent. Surtout quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, apprenez à faire profil bas. Apprenez à chercher les éléments qu'il vous faut sans cette
sans penser que cela vous décrédibilise. Non, non, il faut poser des questions, il faut être curieux, il faut garder son verre à moitié vide, il ne faut pas avoir honte de demander, de chercher, de dire que je ne sais pas. Voilà. Il y a des personnes qui ont un problème à dire je ne sais pas avec leur collaborateur, avec si. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va chercher, on va regarder, je vais me renseigner, je vais acheter un livre, je vais me cultiver, je vais poser la question. Mais pour le moment, je ne sais pas. Exactement. Et je pense que d'ailleurs, c'est un point qui rejoint les pensées limitantes dont nous avons parlé tout à l'heure. Avoir ces pensées limitantes qui sont souvent issues de l'éducation, on se dit qu'on nous a dit de ne jamais demander à autrui pour ne pas être redevable. Et ce sont peut-être des pensées limitantes, on va parler un peu en termes informatiques, qu'il est important de reconfigurer, de reparamétrer dans son parcours pour pouvoir aller et faire ce voyage et paradoxalement aller vers soi. Oui. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ton expérience et il y a une question qui nous permettra de le faire. De manière opérationnelle ou plutôt lorsque tu travaillais dans une entreprise et que tu as commencé ton activité, à quoi ressemblait ta journée type? Comment arrivais-tu à faire les deux en même temps? D'accord, très bien. Très bonne question. Réveil tranquille autour de 5h30, 6h quand je paraisse un peu. Ensuite, réveil tranquille autour de 5h30, 6h quand je paraisse. Et quand tu paraisses pas, c'est quelle heure? Bah, quand je paraisse pas, ça dépend de l'heure à laquelle je me suis couché. Hein. Parfois, je peux me réveiller en pleine nuit, avoir quelque chose à écrire, quoi, avoir quelque chose à finaliser parce que je peux avoir une inspiration comme ça. Très bien. Je ne sais pas finalement si je veux connaître la suite, mais je vais quand même t'écouter. D'accord, très bien. Réveil tranquille. Ensuite, quoi? Routine matinale. Routine matinale, je me pose un certain nombre de questions. Objectif de la semaine, objectif du mois, où est-ce que j'en suis, planning de la journée. Je m'apprête, je vais au boulot comme tout le monde, hein, bon employé, 8 heures, voilà. Après, il y a une pause. Donc, à la pause, je décide de ce que je fais, soit un rendez-vous, soit quelques coups de fil à passer, où je vais déjeuner avec les collègues. Je reprends le travail. Et quand je finis, là, j'ai mon temps. Parce que le temps dont vous disposez, c'est l'intervalle entre 18h et 8h. Ça, c'est le temps qui vous appartient. 18h. Vous soyez employé ou entrepreneur. Comment? 18h et 8h du matin. Oui, 18h et 8h. Donc, moi, c'est vraiment le temps que je mets à profit. 18h et 8h du matin et mes week-ends. C'est ces créneaux-là qui m'ont permis de faire ma transition. C'est vraiment ces créneaux-là. Donc, soit je reste au travail et j'évolue un peu, ou je rentre et je me concentre, ou j'ai une formation à donner, j'ai une université dans laquelle je vais donner des cours, etc. Parce que quand j'ai commencé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traîné ma bosse un peu partout pour me faire la main. Donc, je suis passé dans les universités, je suis passé dans les écoles, dans les associations, les groupes d'étudiants, et je formais les gens, je formais gratuitement, et je poursuivais même les étudiants pour les former. Hein. C'est extraordinaire ça. C'est-à-dire qu'il m'arrivait d'aller négocier des salles, d'arriver là-bas, la salle n'est pas nettoyée, donc il faut balayer, il faut nettoyer les tables, il faut les mettre en place, il faut attendre les étudiants, il faut les rappeler, il faut écrire sur WhatsApp pour dire ça commence bientôt, sur Facebook, etc., pour qu'ils arrivent et que tu puisses les former, hein, avec tout ce qu'il y a comme contrainte autour. Gaius, je reviens encore une fois sur ta journée. 5h30, donc 8h au travail. À 18h, la descente. Entre-temps, il y a la pause où tu passes des appels, coordonnes des activités. Et donc, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, tu faisais que travailler à cette époque ou Très bonne question. Très bonne question. L'équilibre vie professionnelle, vie privée, il n'existe pas en ce moment. Hein. Il prend un sacré coup. Il faut dire la chose telle qu'elles sont. Donc, il prend un sacré coup. Les amis, la famille, l'épouse, la conjointe, les moments de vacances, etc., les temps de resto, ça, c'est vraiment divisé. Hein. C'est vraiment divisé. C'est pour cela qu'il faut avoir une vision et cette vision doit être partagée. Moi, mon épouse aujourd'hui, si vous la voyez, si vous lui posez la question et qu'elle veut bien vous répondre, elle vous expliquera notre vision que nous avons sur 50 ans. Notre vision 2070, elle la connaît. On a travaillé dessus. Du coup, elle sait là où on va et elle sait les moments par lesquels on doit passer. Donc, si aujourd'hui, je ne lui offre pas des vacances ici, ou si aujourd'hui, on décide de prendre l'argent pour que je puisse me former à X, à Y, que je puisse investir 5 000 € ici, 10 000 $ là-bas, elle comprend parce qu'elle sait là où on va. Et c'est important de le faire avec votre famille, avec vos enfants quand ils ont un certain âge. Parce que là, ils comprennent. Il faut communiquer, il faut échanger, il faut expliquer. Et là, quand c'est compris comme ça, tout le monde est au même niveau d'information.
La dernière fois, je le faisais avec une amie, je lui ai expliqué l'importance. Elle avait des enfants qui sont à un certain âge. Elle l'a fait avec ses enfants. Elle a expliqué à ses enfants que voilà, 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 ça va changer, ça va changer, ça va changer. Et la fois qui a suivi, quand ils étaient au supermarché et qu'elle prenait des yaourts, il y a un de ses enfants qui lui a dit, mais maman, tu as dit que désormais, voilà, voilà, voilà. Et elle-même a dit qu'elle était gênée finalement. Donc, quand vous expliquez cela, bien entendu, un certain qui comprennent, automatiquement, ça devient une vision familiale. Les enfants prient pour vous, ils vous aident, votre épouse vous apporte le soutien qu'il faut, et puis tout se passe bien. Donc, j'avoue que ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a des concessions, des sacrifices à avoir. Moi, j'ai dû arrêter beaucoup de choses. On était en formation avec toi pendant 8 semaines, les dimanches après-midi. On a fait une formation, je pense que Gloria était dans cette classe-là. On s'est formé le dimanche de Pâques. On était là, on a fait une formation, etc., etc. Donc oui, il y a des temps, il y a des sacrifices, il y a un prix à payer. L'équilibre, il va prendre un coup, ça je suis d'accord. Après, il ne faut pas non plus s'enfermer, quoi. Il ne faut pas devenir un extraterrestre. Exactement. Et je pense que c'est en relation avec ce que tu disais au début. C'est pas tant à la question est-ce qu'on pense que tout le monde peut être entrepreneur? La réponse est plutôt oui, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour être entrepreneur et pour pouvoir construire son entreprise et avancer sur ses autres projets. Exactement. En fait, je pense que c'est même une leçon et un principe qui est applicable au-delà de l'entreprise et qui concerne tous les types de projets qu'on souhaite réaliser. Merci, c'est bien vu. C'est bien vu. Entièrement d'accord. C'est impressionnant et je ressens à travers cet échange qu'on a que tu passes sûrement beaucoup de temps à travailler sur toi-même. Tout à l'heure, tu as évoqué la routine du matin où tu te poses des questions. Le point aussi sur le cahier de visualisation que tu regardes tous les jours. Qu'est-ce que tu conseilles comme investissement, je dirais, pour les entrepreneurs? Est-ce qu'ils devraient passer du temps à consacrer à leur développement personnel? Si oui, est-ce qu'ils devraient le faire une fois par an, 2 fois par an, une fois tous les 10 ans? Quel est un peu l'équilibre qu'il faudrait trouver? Bien, c'est bien vu. Les hommes les plus riches, les hommes à succès, les hommes qui réussissent, et là je te parle de Steve Jobs, je te parle de Barack Obama, je te parle de ces personnalités-là, je te parle de Aliko Dangote. Ces personnes-là, elles lisent en moyenne 60 livres par an. 60 livres par an, ça fait plus d'1 livre par semaine. C'est ça. Elles lisent entre 50 et 60 livres par année. Et je te parle des gens qui sont à un certain niveau. C'est pour dire que, en réalité... Tu as une idée du nombre de pages, s'il te plaît, Gaius? Bah, c'est des livres classiques, quoi. Les livres que tu connais, là, les 300 pages, etc., il les dévore. OK. J'ai suivi récemment un documentaire sur Steve Jobs, mais il est impressionnant en termes de lecture. Très bien. Il y a Sabrina Coulibaly qui dit les femmes. Ben oui, les femmes aussi. Excellente question. J'ai vu la question. D'accord. C'est la prochaine. D'accord. Dans le prochain exemple, je vais en citer. Je vais laisser Gaïs un peu réfléchir à cette question-là. Elle est très, très, très délicate. Coulibaly sec, mais elle a raison, by the way. Donc, oui, ces gens-là, ils lisent. La vie ne vous donne pas ce que vous voulez. La vie vous donne ce que vous valez. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. La vie ne vous donne pas ce que vous voulez, la vie vous donne ce que vous valez. En réalité, notre monde extérieur est l'équivalent de notre monde intérieur. Il y a une notion d'équilibre dans la vie. Donc, j'ai en fait la richesse qui correspond à mon niveau, à mon niveau d'expression, mon niveau de valeur. C'est pour cela que tu remarqueras que certaines personnes qui héritent d'une certaine fortune, d'une manière ou d'une autre, il tombe dans la politique et on sait comment ça se passe. Ou alors il a un héritage d'un oncle ou d'un père qui lui laisse des millions, ou il gagne à la loterie. Vous constaterez que ces personnes-là vont dépenser toute leur fortune et revenir à leur même niveau. Et si on répartit toute la fortune du monde de manière équivalente à chaque personne sur Terre, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, les riches d'aujourd'hui vont devenir encore plus riches et les pauvres vont devenir pauvres. Donc, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'intellect. C'est une question de valeur, c'est une question de capacité. La première chose, le premier focus de développer, c'est d'investir en lui de manière spécifique. Mais toute personne qui gagne de l'argent devrait, chaque mois, garder une partie de ce
une partie que vous gardez pour vous renforcer vous-même. Quand vous mangez un fruit, vous ne mangez pas le noyau, l'amande qui est dedans. Vous jetez cela, vous plantez cela pour qu'en retour, là, puisse continuer par donner. C'est la même chose. Quand vous avez votre salaire, vous ne pouvez pas vous permettre de tout dépenser. Il y a une partie dans votre salaire qui doit vous permettre de vous améliorer, de vous développer. Donc, à partir de maintenant, il faudrait que vous ayez entre 5 et 10% chaque mois que vous mettez de côté pour vous inscrire à des formations, pour lire, pour payer vos droits d'adhésion à des associations comme le CJD, comme certains réseaux qui vous permettent de découvrir des personnes. Vous deviez pouvoir mettre de côté de l'argent pour inviter des gens, d'autres personnes à déjeuner et payer leur repas et leur poser des questions et prendre des notes. Ce genre de monde. Voilà. Pour rencontrer avec certaines personnes. Donc, il y a absolument une urgence à se former. Une urgence à se former. C'est bien, je trouve que le mot est bien choisi, c'est l'urgence. Il y a une urgence à se former. Là, si on a la volonté de pouvoir avancer sur ce chemin-là et de réaliser finalement cet objectif qui est de pouvoir quitter cet emploi salarié qu'on a pour pouvoir ensuite sauter le pas et devenir entrepreneur à 100%. Est-ce que tu te souviens de ce jour ou de ce moment où tu as pris la décision finalement de te dire c'est mon dernier jour à la banque, je vais me consacrer à 100% à la Baraka Gate? Oui. Là également, j'ai dû discuter avec un mentor. J'ai dû discuter avec plusieurs personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont donné un certain nombre d'éléments que je comprends mieux aujourd'hui, qui m'ont dit un peu les précautions qu'il fallait prendre. Quand tu es jeune, tu es seul, tu fais ce que tu veux. Mais après, quand tu as une famille, tu prends quand même un certain nombre. En tant qu'entrepreneur, si vous voulez avoir la tranquillité, ce qu'on conseille, ce que j'ai compris, quand j'ai fait mes recherches, j'ai lu, j'ai écouté les aînés. Je comprends tout à fait ces points. Je pense qu'il y a différentes lois et principes que tu partages. C'est vraiment la planification. Donc, c'est définir un moment clé où on a la possibilité de quitter son emploi pour se lancer à 100% à son compte. Et aussi un principe que j'appellerais peut-être celui de sécurité qui consiste à mettre une partie de ses revenus de côté. Et donc, sous forme d'épargne pour avoir ce fonds d'urgence, mais aussi ces revenus qui sont dédiés à l'investissement personnel pour avoir accès à des formations, acheter des livres, regarder pourquoi pas certains documentaires sur Netflix. Et en parlant de livres, est-ce que tu as un livre à conseiller? Je voudrais juste un livre, un seul. Quel serait le livre à lire? Je conseillerais, s'il s'agit d'un seul livre, celui-là. Je l'ai bien aimé. Le mythe de l'entrepreneur revisité. Revisité. Alors pourquoi? Parce que ce livre, il fait la différence entre trois personnalités dans l'entrepreneur. Il y a trois personnalités dans l'entrepreneur qui se font la bagarre. Un, il y a le technicien, et c'est la grosse erreur. Généralement, parce qu'on s'est fait des sites web, on pense qu'on va devenir un bon entrepreneur. Ça te parle, hein? Ça me parle, Gaël, ça me parle. Généralement, parce qu'on est bon formateur, on pense qu'on va avoir une entreprise de formation. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un prépare une salle, quelqu'un a mis en place les participants, quelqu'un a tout fait, toi tu viens, tu formes les gens, ça n'a rien à voir avec piloter une entreprise qui fait de la formation. Très bien. Donc, il y a d'abord le technicien. Ça, c'est le monsieur qui sait faire le travail. 2, il y a le manager. C'est celui qui pilote, qui organise, qui dirige, qui contrôle, qui s'assure que tout se passe bien. OK, super. Ça, c'est le manager. Et on pense également que faire cela, c'est ça le bon entrepreneur. Il n'en est rien. L'entrepreneur, c'est la troisième personnalité, c'est le troisième type de personnage qui, lui, justement, est dans le futur, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a le manager et enfin, il y a l'entrepreneur. Il y a trois personnalités en une. Et au départ, quand vous lancez votre entreprise, généralement, vous faites les trois. Vous faites comme Mark Zuckerberg, vous codez. Vous faites comme Steve Jobs, vous commencez dans votre chambre d'étudiant. Vous faites comme Aliko Dangote, vous vendez des petits trucs. Mais au fur et à mesure, vous devenez manager. Vous gérez maintenant un certain nombre d'éléments. Vous gérez une certaine équipe.
Mais à tout moment, vous devez rester dans le futur. Vous devez vous détacher de l'opérationnel progressivement pour rester dans le stratégique. Vous devez être en mode lointain. Vous devez toujours voir plus loin. Vous devez toujours ne pas perdre l'horizon. Voilà pourquoi je vous propose ce livre-là qui vraiment vous explique cela et qui vous permet d'avoir tous les outils pour comprendre ce que c'est qu'un entrepreneur. Très bien, on pourra partager la référence sur Facebook. Oui, avec plaisir. On recommande ton livre. Alors, je vais le commander, l'acheter et le lire. Une personne de l'équipe l'a lu et, je t'avoue, nous a partagé quelques screenshots de ses lectures. Ah oui? Accompagné, oui, d'émoticônes de flammes. Exactement, prendre sa vie en main. Oui, prendre sa vie en main, oui. Et tout à l'heure, ce que tu disais m'inspire une phrase qui est la suivante, c'est « Vive le présent, le regard tourné vers le futur ». Et ne pas oublier que chaque action, chaque décision que nous prenons ont un impact sur ce futur qu'on décide au début peut-être de construire seul, mais qu'on partage à travers l'appropriation de la vision ou la co-construction de cette vision-là pour pouvoir réaliser. On parle aussi de ce présent et de ce futur, et je sais que nous aurons des problèmes si on ne nous répondons pas à la question sur les femmes. Donc, j'aimerais bien qu'on y revienne. Les femmes qui ont du succès. Alors, sur les femmes, des exemples de femmes, c'est-à-dire là, on a partagé ton expérience. Oui. Je pense que la question serait, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les femmes peuvent avoir ce même luxe, c'est-à-dire de pouvoir travailler dans une entreprise et lancer en même temps leur activité? Oui, bien sûr. Bien sûr, les femmes, elles peuvent. Après, il y a des contraintes, il y a des pesanteurs que je reconnais. Les femmes, elles partent avec un certain nombre d'a priori et parfois aussi avec un certain regard de la société qui n'est pas celui qu'il faut. Mais les femmes, elles sont dotées des mêmes compétences que nous. J'ai même parfois tendance à dire que les femmes sont plus intelligentes parce qu'elles ont ce plus au niveau de l'intuition. Ouais, c'est ce que je pense. Je pense que les femmes ont un sens plus élevé que les hommes. Les femmes, elles gèrent mieux. Lorsque j'étais encore à la banque, on avait un projet avec la Banque mondiale et une étude est ressortie pour montrer clairement que les femmes qui géraient des entreprises les géraient beaucoup mieux que les hommes. Ça, c'est connu. Hein. Donc, c'est pour dire que oui, les femmes, elles en sont totalement capables. Après, est-ce que dans notre environnement, nous sommes prêts à soutenir les femmes, à les accompagner, à leur donner tout le crédit qu'on donne aux hommes? Pas plus, hein? Pas plus, mais juste leur donner les éléments, l'ouverture et les possibilités qu'on donne aux hommes. C'est là toute la question. Voilà. Est-ce que nous sommes prêts à faire cet effort-là pour que la société se porte mieux? C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut le faire. Et il nous faudrait revoir nos pensées limitantes parce qu'il n'y a pas longtemps que la femme ne devait pas prendre la parole. Il n'y a pas longtemps que quand dans une famille, on ne peut pas payer l'écolage de tout le monde, c'est la femme qui reste à la maison. Il n'y a pas longtemps que la femme était là pour les tâches domestiques et pour faire des enfants. Donc, c'est plutôt cela qu'il faut nettoyer et qu'il faut revoir. Mais les femmes sont totalement capables. Et on gagnerait à ce que les femmes soient plus présentes dans les sphères. Exactement. Je suis totalement en phase. Hein. Et il y avait même je me souviens avoir lu un article qui disait que les pays qui sont gouvernés par des femmes ont mieux géré la pandémie Covid-19. Oui, elles sont meilleures. Exactement. Parfait. Écoute, on n'a pas vu le temps passer. Il nous reste 7 minutes. Est-ce qu'il y avait un autre point que tu souhaitais partager avec les auditeurs? En particulier, c'est la force de toujours fixer le regard vers l'horizon, de ne jamais le perdre dans sa vision, dans son orientation, dans la gestion de son équipe aussi, parce que c'est également ce qui fait que les membres de l'équipe restent, hein, qu'ils sont engagés parce qu'ils savent où est-ce qu'on va et qu'ils vous accompagnent dans cette vision-là, qu'ils épousent cette vision. Vous formez une certaine communauté, vous avez des gens qui vous encouragent, qui vous soutiennent et les connexions se font d'elles-mêmes. Ensuite, au-delà de cette vision, ce que je voudrais partager, c'est l'excellence. Vraiment, il faut que nous puissions revoir l'excellence. Il faut qu'on soit excellent dans ce que nous faisons. Il y a bien de domaines où on se contente du
du moyen, du basique. Et on dit non, bon, on est au Sénégal, on est en Afrique. Il faudrait qu'on revoie le standard. Aujourd'hui, dans mon entreprise, nous offrons des formations au niveau international. Nous avons des gens aujourd'hui qui suivent nos formations depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis la France, depuis la Belgique, et nous donnons le meilleur des standards. Et ces personnes-là sont juste bouche bée. Donc, il nous faudrait revoir nos standards. Il faudrait qu'une nouvelle Afrique de la qualité, de la performance, de la compétence, de l'excellence puisse prendre la place. Donc, on doit arrêter de se plaindre, de geindre, de voir les éléments ici, les éléments ici. Mais quand on doit faire quelque chose, il faut qu'on le fasse avec le plus grand sérieux. L'excellence n'a pas de comparaison. Il n'y a aucune publicité meilleure à l'excellence. Il n'y a aucune publicité qui dépasse la qualité qu'on met réellement dans ses performances. Et enfin, c'est peut-être la force de la relation et du réseau. Pour moi, l'humain sera toujours au cœur. On a beau parler de digital, on a beau parler de robotisation, d'intelligence artificielle et tout ce qui va avec, mais il n'y a rien de comparable à la relation humaine. La relation humaine. Donc, soyons vrais, soyons francs, partageons, ouvrons-nous, comme le CJD le fait ici, rejoignons des associations telles que cette, où vraiment on peut grandir ensemble, on peut évoluer ensemble, parce que seul, on va peut-être vite, mais c'est ensemble que nous pouvons aller loin. Donc, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Il y a une Afrique qui arrive, il y a une Afrique qui se lève, une Afrique en laquelle je crois, et je suis passionné de cette Afrique-là. Je rêve de la voir de mon vivant, ou peut-être que mes enfants m'en parleront après moi, mais peu importe. Mais travaillons à contribuer à cette Afrique nouvelle-là. Contribuons à faire en sorte de laisser quelque chose à cette Afrique qui nous a tout donné. Merci Gaius, merci pour ces mots qui sont extrêmement inspirants, qui me font penser aussi à ce narratif effectivement qu'il faut changer sur l'Afrique. On peut aujourd'hui raconter l'histoire de l'Afrique différemment et je suis convaincu que nous avons la capacité aussi de bâtir cette Afrique qui fera rêver les gens, un peu comme dans Wakanda. Et tes propos me font aussi penser à une phrase de Felwine Sarr qui dit que la seule urgence de l'Afrique, la seule vraie urgence de l'Afrique, c'est d'être à la hauteur de ses potentialités. Et Wow. je rejoins les points que tu as développés tout à l'heure en disant, en fin de compte, nous sommes en compétition avec personne, nous sommes en compétition avec notre propre potentiel à l'échelle individuelle, à l'échelle nationale et même à l'échelle en fait continentale. Alors, ce que j'aimerais faire, si tu me le permets, c'est partager sur le Facebook le lien de ton cabinet, barakagate.com, parce que je pense que parmi les challenges des dirigeants JD, de TPE, PME et même des dirigeants qui ne sont pas au CJD, la formation, le développement personnel sont extrêmement importants. Et donc, nous allons partager le lien du cabinet Barakagate pour que chacun puisse voir quelles sont les formations qu'il a la possibilité de suivre. J'ai suivi des formations avec Gaius, je vous les recommande fortement. En sortant de sa formation, qui était plus une lecture collective d'un excellent livre, j'en ai retiré plusieurs leçons sur le leadership et sur les lois à développer pour développer son leadership et développer un leadership transformationnel. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi. Je vais passer la parole à Madjiguène pour qu'elle puisse clôturer la séance. Et en vous rappelant que demain, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Gilles Acogny pour une excellente session. Ah, le boss. Le boss, comme tu dis, le boss, le boss, le coach. Ah non, le boss, hein, il ne faut pas manquer sa session. Enfin, il ne faut pas manquer les deux sessions qui arrivent. Il ne faut pas manquer Nabou, c'est des musts. Exactement, c'est vraiment transformationnel. Et demain, Gilles nous en dira un peu plus sur comment capter l'attention des clients. Vous savez, quand nous sommes en session avec les clients, que les clients hochent la tête de cette manière et qu'ils nous disent oui, 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 alors on a l'impression qu'ils nous écoutent alors que ce n'est pas le cas. Gilles nous en dira beaucoup plus. Merci beaucoup, Gaius. Madjiguène, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup, Gaius. C'était une session très, très, très intéressante. Hein. Je dirais même très animée, parce qu'on a vu quand même l'interaction avec quelques personnes qui sont dans le Zoom, avec les messages qu'ils vous ont envoyés. Merci en tout cas de nous partager tous ces secrets.
qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin. Merci, Majigen. Et tu nous diras alors quand est-ce que tu lances ton entreprise. Hein? Comment? Tu nous diras quand est-ce que tu lances ton entreprise. Ah oui, ça y est, en fait, c'est fait. C'est juste que je suis retournée salariée, en fait. D'accord, bravo, bravo pour le pas. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, merci.